BX1 +. Le face-à-face. Pour l'instant, c'est notre face-à-face qui va être consacré aux enseignements qu'on peut tirer de la première commission délibérative mise en place au Parlement bruxellois, commission qui planchait donc sur la 5G. On va en débattre avec Fadila El Ofadi, qui est une des citoyennes qui avait été tirée au sort et qui a pu débattre donc avec les parlementaires. Elle nous dira dans un instant comment ça s'est passé. Et puis on sera avec deux parlementaires, un de la majorité, Martin Casier pour le Parti socialiste, et une de l'opposition, Aurélie Cicalski pour le mouvement réformateur. Mais d'abord, on va refaire un petit point sur les recommandations qu'on a pu émettre au bout du travail de cette commission délibérative. Sabine Ringelheim. Alors cette commission délibérative, elle a accouché de 45 recommandations qui concernent l'environnement, la santé, l'économie et l'emploi et la technologie. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais j'en mentionner quelques-unes. En environnement, les membres plaident pour la mise en place d'un monitoring pour identifier l'impact des ondes sur l'environnement, avec pour ce faire la désignation d'un groupe d'experts chargé de livrer les résultats une fois par an au Parlement. Ils recommandent aussi d'étudier la possibilité de maintenir des zones hors 5G, notamment pour permettre la comparaison avec des zones 5G. En matière de santé, ils préconisent la mise en place d'un monitoring public et indépendant, mais financé par les opérateurs de télécommunications et les acteurs économiques qui mettent en place la 5G, pour identifier l'incidence des ondes sur la santé. Et puis l'adoption aussi d'une norme d'émission inférieure ou égale à 14,5 volts par mètre, qui limite le nombre d'antennes et donc l'incidence sur la santé. D'autres recommandations encore en matière d'emploi, par exemple le fait de réserver la 5G plutôt à l'usage, plutôt aux opérateurs et aux entreprises publiques plutôt qu'aux privés, à la justice, aux services d'urgence, avec une fréquence spécifique pour renforcer la sécurité. Voilà, et c'est pas de la 5G, mais nous on a un petit problème d'image en ce moment. C'est notre serveur qui fait de nouveau des saignes, des siennes, voilà, ça arrive. Mais bon, voilà, on va continuer l'émission quand même. Tout le monde nous entend, tout le monde ne nous voit pas, mais ça va revenir, en tout cas, on l'espère, dans quelques minutes. Je vais commencer avec vous, Fadila El Ofadi. Vous êtes donc une citoyenne qui a participé à ces travaux. D'abord, à titre personnel et en termes de démocratie, qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cette expérience ? Bonjour. Pour ma part, ça a été une très très belle expérience. Ça m'a surtout fait comprendre comment ça fonctionnait au Parlement, parce que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas toujours comment on fait les recommandations, les amendements, les lois. Et ça m'a rapproché un peu du politique. Ouais. Est-ce que vous reconnaissez dans les recommandations que Sabine Ringelheim vient d'énoncer? Est-ce que ce sont des choses avec lesquelles vous êtes tout à fait d'accord ou en partie d'accord? Est-ce que vous êtes comme les vieux de la vieille de la politique à amener à endosser des compromis avec lesquels vous seriez un petit peu en délicatesse ou pas? Au départ, je n'étais pas à 100% pour la 5G, mais en voyant les experts et en discutant avec d'autres personnes, j'ai plutôt, maintenant c'est win-win. Je veux dire, il y a pour des choses, c'est vraiment très important. Là, on ne peut pas ne pas avancer dans le futur, je veux dire, avec enfin, le futur avec la 5G, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi et oublier que, par exemple, je veux dire, dans les foyers, pour moi, je trouve ça vraiment pas nécessaire, parce que tout ce que ça peut apporter à un citoyen, c'est de télécharger des vidéos plus rapidement, et les familles qui ont des enfants sont déjà dépassées avec tout ça, donc pour moi, c'est pas nécessaire. Voilà, donc ça veut dire que votre opinion à vous, elle a évolué au fur et à mesure de ces travaux, et vous mettez donc un point important qui est donc la protection de santé publique, notamment à l'intérieur des habitations. Aurélie Cicalski, donc premier renseignement, le fait de travailler avec les parlementaires et de s'attaquer au fond des dossiers, ça amène à réfléchir. Deuxième enseignement, dans les recommandations, on entend très bien qu'il y a quand même une prévention en matière de santé publique et aussi une prévention en matière d'accessibilité et de coût de la 5G. Est-ce que vous endossez vous aussi les recommandations de la Commission ou pas ? Alors, les députés du groupe MR, donc Clémentine Barzin et moi-même, nous sommes abstenus et nous avons justifié notre vote justement au moment du vote global sur le rapport pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a voulu dénoncer un peu le jeu de dupes et aussi le choix du thème de la 5G. On l'a dit et on le répète, on aurait aimé que le premier thème de la première commission délibérative soit un thème qui soit proposé par des citoyens. Ici, le thème de la 5G a été proposé par un groupe politique
écolo. Et donc, alors que 2-3 jours plus tard, quand on a décidé du thème, il y avait une pétition concernant la friche Josaphat qui était arrivée au greffe du Parlement, qui recueillait les conditions pour être discutées dans une commission délibérative, mais qui n'a pas été. Et donc, on dénonce un jeu de dupes parce que le sujet de la 5G est déjà discuté depuis très longtemps. Au niveau fédéral, la ministre Groen, Petra de Sutter, en charge des télécommunications, avance avec ces textes. Il y a une dizaine de jours, il y a un comité de concertation où les représentants du gouvernement bruxellois et du gouvernement fédéral sont représentés et qui s'étaient accordés sur la mise aux enchères des fréquences de la 5G. Il y a plus d'1 an maintenant, le gouvernement bruxellois a mis en place une plateforme de coordination pour déployer la 5G, une plateforme qui est composée de différents groupes thématiques, fiscalité, environnement, urbanisme, fibre optique. Et ces groupes de travail qui sont composés de fonctionnaires et de représentants de cabinets ministériels réfléchissent à la 5G. Et donc ici, cette commission permet au ministre de l'Environnement écolo, Alain Marron, de se dédouaner de ses responsabilités parce qu'il est un petit peu mal pris au sein du gouvernement à ce sujet, entre une partie du gouvernement qui est en faveur du déploiement de la 5G, en l'occurrence M. Claire Failly, et M. Marron qui freine des 4 fers sur le sujet. On a entendu une citoyenne qui nous a expliqué qu'elle avait changé d'avis au cours des travaux. Vous, visiblement, vous n'avez pas changé d'avis. C'était une mauvaise idée, cette commission, et après l'ensemble des réunions, c'est toujours une mauvaise idée. Il fallait parler d'un autre sujet, moins technique. La 5G est un sujet technique victime de désinformation. Et donc, il y a plein d'autres... Attendez, c'est quand même terrible ce que vous dites. Vous êtes en train de dire que les citoyens ne peuvent pas participer à des travaux techniques ? Non, je n'ai pas dit ça. Le groupe MR est bien entendu en faveur de la participation citoyenne. C'est un élément de notre programme électoral. Déjà sous la précédente législature et encore sous l'actuelle législature, nous avons déposé des textes en faveur de la participation citoyenne, de l'implication des citoyens dans le processus politique, mais on regrette le choix spécifique du thème de la 5G. Alors, Martin Casier, on termine le tour de table avec vous, un premier tour de table. Quel est, vous, le bilan que vous tirez de cette commission ? Est-ce qu'elle a fonctionné, pas bien fonctionné ? Et est-ce que les recommandations qui ont donc été présentées, c'était en fin de semaine dernière, sont celles avec lesquelles vous pouvez vivre ? Écoutez, moi je crois que Mme El-Fadi a tout dit. Je m'excuse d'être aussi caricatural, mais très sincèrement, quel était l'objectif de ces commissions délibératives ? C'était de mettre en place une nouvelle méthodologie de faire de la démocratie. C'est ça l'objectif. J'entends le jeu politique que Mme Tchekalski veut jouer en disant ceci, ce serait déjà ceci, pas bien, et ainsi de suite. Moi, ce que je vois de ce processus, c'est que même dans des questions techniques, parce qu'on entend souvent cet argument, non, mais il ne faut pas demander aux citoyens l'avis sur des questions techniques et tout ça. Mais en fait, derrière cette question technique, c'est une question de société. C'est l'accès à la 5G qui est technique. Mais c'est les tenants et aboutissants de cette question, elle est profondément sociétale. Et moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, on a eu des débats extraordinairement riches. On a eu des citoyens qui se sont emparés de cette thématique, qui ont appris, qui ont, comme le disait Mme El-Fadi, changé d'avis, ou pas changé d'avis d'ailleurs, mais en tout cas qui ont fait évoluer leur réflexion en la matière. Moi, je crois que c'est un succès, bien sûr. Et je dois vous dire, M. Grosfilet, que très sincèrement, on peut parler des recommandations, évidemment c'est important, mais à ce stade, comme c'était la première commission délibérative, ce qui me paraît le plus important, moi, c'est le processus, c'est la méthodologie qu'on a mis en place. Et par ailleurs, les recommandations, elles sont évidemment suivies par le groupe PS, nous les avons votées, nous les soutenons, mais je pense qu'on doit surtout tirer toutes les leçons du processus, et le processus, il s'est très bien passé, même si, je termine là-dessus, il y a évidemment des améliorations à y apporter, et on va y travailler pour la 2e et la 3e commission délibérative. Alors on va faire avancer le débat. J'ai vu qu'on demandait la parole, donc très rapidement, Fadila El-Fadi, et puis Aurélie Tchekalski, mais vraiment quelques secondes, si vous voulez bien. Voilà, je voulais juste répondre à Madame Aurélie. Je voulais lui dire juste que c'est pas la première fois qu'elle tient ce discours et je le trouve franchement pour ma part très blessant. Des citoyens sont venus me trouver parce qu'ils n'ont vraiment pas apprécié dans le fait que l'écolo a choisi ce thème. Moi, je trouve ça très très bien. On a très bien compris avec la toute première recommandation qu'il y a beaucoup de recommandations parce qu'il y a la loi et des recommandations par rapport à l'Europe. Mais je pense que le citoyen a quand même, je ne pense pas qu'il n'est pas capable de pouvoir comprendre cette thématique. Et la lettre qu'on a reçue était très claire. La 5G arrive à Bruxelles
comment la déployer. Ouais. On n'est pas dupe, on n'est pas bête. On sait très bien que c'est déjà en train d'être discuté. On sait que la 5G arrive à Bruxelles. Et on nous a juste demandé des recommandations. Ouais. Fadila El Fadi, juste pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous vous qualifieriez vous-même d'une citoyenne engagée? Est-ce que vous avez eu des engagements politiques? Est-ce que vous aviez déjà une idée sur ce dossier avant? Je vous avoue que quand je suis arrivée au Parlement pour ce dossier, je suis arrivée un peu, honnêtement, comme une touriste. Et je me suis dit, je vais aller parce que j'étais à la maison et que voilà, le temps me le permettait. Mais quand je suis arrivée avec le premier week-end et que le groupe a lancé donc toutes ces petites thématiques et qu'on a vu les experts, là, franchement, je pense que tous les citoyens ont joué le jeu. Ouais. On est vraiment rentré dans le sujet. Aurélie Sekalki, quelques secondes pour répondre, puis après on passe à la suite du débat. Non, je salue sincèrement l'engagement des 45 citoyens qui ont participé au débat. Mais pour nous, pour mener un débat de qualité, il fallait plus de temps, davantage d'auditions d'experts. Ici, nous avons juste eu une journée d'audition et 2 journées de délibération. Et ce n'est pas suffisant. On manquait vraiment d'auditions d'experts dans le domaine de l'économie, de la santé, de la médecine, de la mobilité, de l'énergie. Et donc, c'est un petit peu frustrant de devoir statuer, formuler des recommandations en si peu de temps. Et donc, je dirais que c'est vite fait, mal fait, et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu davantage de temps, de réflexion, de brainstorming, ce qui nous manquait réellement dans ces débats et dans ces échanges. Alors, on va peut-être revenir dans quelques minutes sur les recommandations en elles-mêmes, mais je voudrais d'abord qu'on explique pourquoi c'est important de comprendre ce qui s'est passé lors de cette première, parce que c'est une première et qu'il va y avoir une suite, Sabine Ruggelheim. Effectivement, 2 autres commissions délibératives sont déjà prévues au niveau bruxellois. À partir de maintenant, d'ailleurs, il y en aura en principe, en tout cas, 3 par an. C'est en tout cas ce qui est prévu. La prochaine est en cours de lancement au Parlement régional. Elle sera chargée d'émettre des recommandations sur le mal-logement et le sans-abrisme. La sélection des citoyens et des citoyennes participants est en cours. Le premier tirage au sort de 10 000 personnes a été fait. Le deuxième devrait bientôt se clôturer. Et la première réunion est prévue d'ici 15 jours pour se terminer. Enfin, pour la commission devrait se terminer donc le 25 juin. Non, pardon. La prochaine réunion est prévue donc d'ici 15 jours, le 25 juin, et la dernière mi-juillet. Alors une 3e commission délibérative est programmée pour la rentrée au Parlement francophone bruxellois, cette fois du 30 septembre au 24 octobre, et elle se penchera sur la manière dont les citoyens et citoyennes peuvent être impliqués dans la gestion d'une crise. D'autres niveaux de pouvoir lorgnent aussi sur l'expérience bruxelloise. Le Parlement wallon a déjà adapté son règlement pour permettre l'organisation de ces assemblées citoyennes. Et au fédéral, plusieurs groupes sont en train d'y penser. Martin Casier, je voudrais quand même vous poser une question de méthodologie. Et ce sera peut-être une réponse que vous allez formuler à la critique d'Aurélie Sekalki qui dit « on a manqué de temps, ça a été trop vite, cette commission délibérative ». Est-ce que dans les prochaines, celles qui seront mises en place dans les mois ou dans les années qui viennent, il faudra se laisser plus de temps ? Écoutez, moi, je partage en fait, et je crois qu'il faut avoir l'humilité aussi de reconnaître, c'est la première fois qu'on fait ce processus. Et donc oui, je partage la critique sur ce point-là de Mme Sekalki. Je constate néanmoins que les critiques varient en fonction du moment de l'interview, mais je le partage. Je pense qu'on a manqué de temps, on a surtout manqué d'étapes. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a eu différentes étapes du processus et il y a, lors de l'élaboration des recommandations, on est d'abord passé par une phase de pré-recommandation. Je crois qu'il nous a manqué des étapes là pour pouvoir affiner les pré-recommandations, s'assurer qu'elles soient le plus juste possible, le mieux formulées possible, et ça a entraîné des difficultés, par exemple, durant la phase de vote des recommandations. Donc ça, c'est clair. Et personne ne veut mentir par rapport à ça, et il faut avoir l'humilité de le dire. Je pense même que c'est normal qu'on ait fait une erreur comme cela, puisque c'est la première fois dans le monde qu'un tel processus existe. Je précise par ailleurs que c'est bien pour ça qu'on était à la fois suivi par un comité d'accompagnement, par des chercheurs en la matière, qui ont emmagasiné l'ensemble de ces éléments. Après chaque séance, il y avait une réunion du comité d'accompagnement qui faisait le feedback de la journée, qui analysait ce qui avait marché, pas marché. C'était corrigé quasiment en direct pour les séances suivantes. Et c'est vrai que maintenant, il faut qu'on prenne un pas de recul supplémentaire pour s'assurer que ça se passe d'autant mieux dans les 2 prochaines commissions délibératives dont parlait votre collègue. Alors, je voudrais qu'on dise quand même un petit mot du fond de ces recommandations. Il y a 2 choses, moi, que j'entends très fortement. C'est la nécessité d'avoir des zones un petit peu préservées où on serait
seraient pas soumis, ou en tout cas moins soumis ailleurs qu'aux ondes. Est-ce que c'est une idée qui vous semble réaliste? Ça, c'est la première question. Et puis j'entends qu'il y a aussi la volonté que il n'y ait pas de décrochage social avec la 5G et que ça n'engendre pas une hausse des coûts et notamment de nos abonnements à la téléphonie. Pourquoi est-ce que ces deux recommandations, elles sont importantes pour vous, Fadila El Ofadi? Je trouve que le portefeuille du ménage, bien sûr, c'est important. Je veux dire, on paye déjà. Je veux dire, moi, par exemple, je suis à la maison, je vis seule, je dois augmenter le tarif de mon opérateur et payer encore plus cher pour avoir la 5G et que ça profite au départ, je veux dire, aux grandes sociétés, etc. Moi, je trouve pas ça normal. Je veux dire, la 5G, c'est pas moi qui veux la déployer. Je veux dire, elle doit être déployée et c'est les habitants qui doivent payer, c'est pas normal. Ouais. Mais bon, on fera un effort s'il faut le faire. Mais je veux dire, la 5G est intéressante pour des gens qui sont à mobilité moins réduite. Elle est intéressante pour les voitures intelligentes. Elle est intéressante pour, comme vous avez dit, pour la justice, pour les pompiers, pour les hôpitaux. Mais pas pour les. Par exemple, il y a eu une mauvaise information. On dit qu'elle va aider pour opérer. Ça, c'est pas vrai. C'est la fibre optique. Je trouve que pour les habitations, on devrait améliorer la fibre optique. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de dire que dans Bruxelles, il va y avoir des zones où on sera un petit peu protégé de la 5G? Mais je pense que quand on a fait cette recommandation, on pensait par exemple comme à la forêt de soigne, comme dans les parcs, peut-être avoir des zones où on peut aller se promener et les laisser avec la nature sans qu'il y ait des zones autour de ces parcs. C'est plus ça l'idée des zones où il n'y a pas la 5G. Ouais. Ça, je pense que ça peut être possible. Hein. Ouais. Aurélie, on sait qu'il y a d'immenses enjeux économiques derrière ce débat et qu'il y a notamment une fédération, Agoria, qui représente les entreprises du secteur, qui est très demandeuse qu'on déploie la 5G. On sait qu'il y a d'ores et déjà le gouvernement fédéral qui a lancé des mises aux enchères. Est-ce que les recommandations bruxelloises, ça va rester des recommandations dans un carton ou est-ce que, d'après vous, elles ont des chances d'être réalisées et concrétisées? Écoutez, il y a des recommandations qui concernent différents niveaux de pouvoir. Quelques-unes, très peu, concernent le niveau régional bruxellois, mais d'autres concernent par exemple le niveau fédéral ou européen, comme Madame El Ofadi l'a très bien dit. Donc la balle est dans le camp maintenant du Parlement bruxellois, du gouvernement bruxellois. On espère qu'il saisira ce moment à bras-le-corps. Mais c'est vrai qu'il y a des recommandations qui ne me paraissent complexes à mettre en œuvre. Vous avez cité l'exemple des zones blanches, des zones sans 5G. Il faut voir comment on peut mettre ça en pratique, parce que ça peut engendrer aussi une rupture de service. Donc, d'un côté, on demande une obligation de couverture, c'est une exigence européenne. Et d'un autre, dans les recommandations, on dit il faut préserver des zones sans 5G. Donc moi, je veux voir techniquement comment c'est possible. J'ai de sérieux doutes à ce sujet. Donc la balle est dans le camp. Et donc ça veut dire, pour être très concret, Oli Sekalski, par exemple, si on est dans la mobilité et qu'on a des voitures avec une conduite par assistance et que ça passe par la 5G, si on rentre en forêt de soigne, on pourrait perdre l'assistance de sa conduite. Avoir des ruptures de service. Voilà. Donc, je trouve que c'est vrai que dans le cadre de l'élaboration des recommandations dans les groupes qui ont été constitués au sein de la commission délibérative, il aurait fallu la présence d'un expert dans chaque groupe qui dit si c'est techniquement ou pas faisable. Voilà. Et donc, c'est ça que je regrette parfois dans les recommandations qui ont été formulées et qui ne concernent pas le niveau régional bruxellois. Et donc, elles seront transmises pour information aux autres niveaux de pouvoir, mais je ne suis pas certaine de la mise en œuvre. Martin Casier, même question. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont un petit peu des vœux pieux dans les recommandations que vous avez adoptées la semaine dernière? Des vieux pieux, je ne sais pas. Je crois que ce qu'il faut retenir, enfin en tout cas ce que moi j'ai envie de retenir, c'est les intentions qui sont derrière ça. Vous avez cité 2 éléments ici, on pourrait en citer d'autres. Par exemple, il y a une attention particulière qui est portée sur les potentielles pertes d'emplois. Bien sûr, on sait qu'il y a une vraie difficulté pour le gouvernement régional bruxellois, même pour le gouvernement fédéral, d'intercéder en la faveur. Mais il y a là un vœu de la population avec la possibilité de mettre en place un fonds de compensation payé par les entreprises. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre tout l'ensemble du processus. Et par ailleurs, en fait, le processus lui-même est bien fait, puisque dans 6 à 9 mois, les citoyens seront à nouveau convoqués au Parlement bruxellois et nous aurons, en tant que politique, Parlement et gouvernement, la responsabilité de montrer ce qui a été réalisé et surtout la responsabilité de justifier tout ce qui n'aurait pas pu être mis en œuvre. Et c'est là où Mme Tchekalski a raison. Si certains éléments sont effectivement légalement ou techniquement
complètement infaisable, eh bien, il y aura ce processus de justification. Mais je crois qu'il faut s'en tenir à cela, c'est-à-dire que le processus lui-même a organisé cette possibilité de difficulté en anticipant le fait, par exemple, que certaines recommandations seraient complexes. Pour autant, je crois que d'aucune manière, ces réflexions que nous avons maintenant peuvent discréditer le processus en tant que tel. Je crois qu'elles sont inhérentes au processus, ça fait partie des éléments d'amélioration et elles seront améliorées dans les futurs, mais pour autant, il y a toujours cette piste possible dans 6 à 9 mois de justifier les impossibilités aux uns et aux autres, mais alors moyennant une procédure très claire et établie à l'avance. Voilà, donc il y a un devoir de suivi pour cette commission délibérative. Je vais terminer avec vous, ce sera la dernière question, Fadila El-Fadi. Je suis un citoyen et je me pose la question de savoir si je dois ou pas participer à une prochaine commission délibérative, si je m'inscris, si j'accepte d'être tiré au sort. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Non, n'y allez pas, vous allez perdre votre temps. En plus, les politiques ne vous écoutent même pas. Ou vous me dites oui, allez-y, c'était passionnant et j'ai adoré. C'était passionnant, j'ai adoré et je conseille à tous les Bruxellois, s'ils ont ce courrier, d'être très attentifs et d'y aller parce que franchement, j'ai appris beaucoup de choses et même, je tenais à dire à Mme Aurélie que sur des points, elle a eu très raison parce qu'on a eu des réunions, c'est moi qui ai participé aux réunions avec M. Roberti et M. le maire pour améliorer pour la prochaine délibération et les points qu'elle a soulevés, on les a reconnus, on en a même parlé que pour des sujets où il y a par exemple des réglementations, peut-être de prévoir une journée en plus ou plus d'experts, mais c'était une réussite parce que même si les recommandations, on ne fait pas la différence entre une recommandation européenne ou bruxelloise, on a compris que des députés peuvent venir, ne peuvent ne pas venir et peuvent venir voter sans qu'ils se déplacent. On a compris comment fonctionnent les lois. Et pour moi, c'est aller 100% bénéfice. Voilà, moi, j'ai vraiment apprécié. Et même quand il y a eu des désaccords, vous pouvez reconnaître qu'il y a eu des choses positives chez quelqu'un qui ne se pense pas comme vous. Tous les politiques ne sont pas capables de ça. Je vous repose quand même ma question. Est-ce que les politiques, globalement, ils ont entendu les citoyens ? Vous avez le sentiment que vous avez été entendu, écouté ? Moi, je trouve oui, parce qu'on a fait un groupe de travail avec une personne qui était pour la 5G, et moi, à ce moment-là, j'étais contre la 5G, et on a réussi à débattre, et à la fin de cet exercice, on a trouvé des points positifs et négatifs ensemble. Donc, je pense que tout le monde a été écouté, et bien sûr, oui, je pense que c'était vraiment... Oui, les députés, ils ont vraiment respecté le citoyen, ils ont fait ça vraiment très bien. Eh ben voilà, ça fait 2 gommettes pour ceux qui étaient présents. D'accord, on a bien saisi la nuance. Merci beaucoup Fadila El-Fadi, donc qui fait partie des citoyens qui avaient été tirés au sort. Martin Casier pour le Parti Socialiste, Aurélie Chekaski pour le Mouvement Réformateur. Merci à tous les trois. Beau débat, chouette débat dans l'écoute. C'est peut-être un exemple pour beaucoup d'autres débats.